Je vais m'asseoir pour présenter rapidement donc, le château de Versailles. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'historique de la construction du château, mais vous rappeler quand même que ce château a été construit tel qu'on le connaît aujourd'hui par le roi Louis XIV, vous savez, qui vivait à la fin, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Il est mort en 1715, et vous avez ici un de ses portraits les plus célèbres, fait en 1701, où il est représenté avec le grand manteau du sacre, donc dans sa tenue la plus spectaculaire, mais en fait une tenue qu'il ne portait jamais, je vous rassure, d'autant plus que le manteau qu'il porte sur ses épaules pesait 80 kg, donc vous imaginez, c'est impossible de se mouvoir avec ce type de manteau. Donc le château de Versailles, en fait nous avons fêté l'année dernière, donc en 2023, les 400 ans du château de Versailles. Donc le château a été commencé avant même la naissance de Louis XIV par son père, Louis XIII, qui est représenté ici, qui a construit d'abord à cet emplacement un pavillon de chasse. Nous sommes à l'ouest de Paris, dans une région de fermes avec des marais, des champs et puis des bois, des forêts. Plus à l'ouest, il y a des très grandes forêts comme la forêt de Rambouillet, la forêt de Marly. Et le roi Louis XIII vient souvent chasser à l'ouest de Paris, soit en venant directement de la capitale, du Louvre, ou alors du château de Saint-Germain-en-Laye, qui est un petit peu moins loin. Mais plusieurs fois, il a été pris le soir venant, la nuit tombant, en pleine chasse, loin de Saint-Germain ou loin de Paris. Il avait dû demander l'hébergement à des paysans, donc dormir dans des fermes, et on imagine que pour un roi, c'était changer de type de confort. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé de construire un pavillon de chasse que vous avez ici, alors un peu transformé par Louis XIV, mais c'est un petit château, comme il y en avait beaucoup dans la région à l'époque, pour la noblesse. Et donc c'est ce petit château construit par Louis XIII qui va devenir l'immense château voulu ensuite par Louis XIV. Et aujourd'hui, quand vous irez à Versailles, vous pourrez vous souvenir que la partie centrale du château côté ville, cette partie, vous voyez, construite en briques et en pierre, constitue ce qui subsiste du pavillon de chasse de Louis XIII. Donc vous voyez des dimensions assez réduites, même si l'ensemble a été redécoré ensuite. Et donc c'est à partir de ce pavillon de chasse que Louis XIV, qui était aussi un très grand chasseur, il faut bien comprendre que la chasse, c'est une passion des rois de France. Ils ne sont pas les seuls à chasser, mais c'est aussi un sport. Et comprenez, vous faites, je suis sûr, du sport ici au lycée et chez vous, c'est le sport par excellence à l'époque. Il n'y a pas de salle de gymnase ou de choses comme ça, donc le sport que l'on pratique en fait, quand on en a les moyens, c'est la chasse, notamment la chasse à courre, la chasse à cheval au gros gibier. Et donc, vous imaginez que c'est la partie sportive de la vie du roi que de chasser. Et on sait par exemple que Louis XIV chassait quasiment tous les jours, l'après-midi, alors différents types de chasse, mais c'était un moment donc de détente, d'exercice physique, et aussi de sociabilité, et même de sociabilité politique, parce qu'en général, les hommes qui étaient invités à chasser avec le roi étaient à cette occasion présentés au roi, ceux qui ne le connaissaient pas encore et qui n'avaient pas été présentés officiellement au roi. Donc c'est aussi un moment politique dans la vie quotidienne du roi que ces chasses. Donc Versailles est utilisé par Louis XIV comme pavillon de chasse, comme il avait été conçu, mais très vite, Louis XIV va avoir une ambition beaucoup plus grande pour ce château. Il va commander à la fin des années 1660 ce qu'on va appeler l'enveloppe, c'est-à-dire qu'il va faire enserrer le château par 3 corps de bâtiment du côté des jardins et obtenir ainsi un château carré dans lequel on va aménager côté nord un appartement pour le roi et côté sud un appartement pour la reine, et qui va être décoré par le peintre Charles Lebrun et toute son équipe. Et là vous avez un exemple, c'était la salle des gardes de l'appartement du roi, le salon de Mars. Et nous sommes là dans la première moitié des années 1670, donc au XVIIe siècle. Et c'est vraiment avec cet agrandissement du château de Régine que Versailles devient une résidence royale, un véritable palais, et pas seulement un petit pavillon pour s'abriter lors des chasses. Et vous voyez que là, le décor est extrêmement riche, notamment les plafonds sont décorés, et chaque salle de cet appartement
est consacrée à une divinité qui corresponde, dans la mythologie gréco-latine, aux planètes du ciel. Et le dieu Mars, le dieu de la guerre, correspond à la planète Mars, comme vous pouvez l'imaginer. Et ainsi, chaque salon est consacré à une planète. Et les salons sont répartis autour d'une planète centrale, qui n'est pas Zeus ou Jupiter, qui est le maître des dieux, mais qui est Apollon. Et pour la bonne raison qu'effectivement, dans le système solaire, vous savez que les planètes tournent autour du Soleil, donc c'est logique que le salon central à Versailles, la pièce centrale, c'était la chambre du roi en fait, soit la pièce consacrée au dieu Apollon, au Soleil. Et c'est d'autant plus logique que Louis XIV avait choisi comme emblème le Soleil, comme symbole de sa royauté. Et c'est un très beau symbole si vous y réfléchissez. Le roi l'explique d'ailleurs dans ses mémoires, puisqu'il dit que le Soleil, c'est ce qui permet à la vie de se développer sur Terre, comme le roi est la personne dans son royaume qui permet à la vie de s'organiser à l'intérieur du pays. Et il explique aussi que le Soleil, c'est celui qui donne la vie, qui donne sa chaleur, sa lumière à tous les êtres dans le pays, sur Terre, indépendamment de leurs conditions sociales, de leur niveau de richesse, et ainsi de suite. Et donc ça montre bien que le pouvoir royal doit s'appliquer à tous de manière égale, qu'il n'y a pas de distinction au sein du royaume. Donc c'est un très beau symbole que Louis XIV a choisi avec cette figure du soleil. Et donc le salon central, qui sera sa chambre, sera consacré au soleil. Donc ça c'est pour vous expliquer un peu comment la mythologie antique est utilisée, et vous le verrez à Versailles, vous serez entouré de dieux et de déesses de l'Antiquité. C'est vraiment cette culture qui a été maintenue et qui est réappropriée par les nations européennes à partir du XVIe siècle, et vraiment qui infuse dans toute la vie, mais aussi dans le décor. Et voilà l'ancienne chambre de Louis XIV, donc, le salon d'Apollon, qui va devenir ensuite la salle du trône. Et malheureusement, le trône a disparu à la Révolution, il a été détruit, mais il était placé devant cette tapisserie sur une estrade. Donc c'est la pièce vraiment centrale de cet appartement du roi. Et c'est d'autant plus important qu'il y ait cette richesse, cette ampleur du décor, que Louis XIV va prendre une décision capitale pour Versailles à la fin des années 1670, vraisemblablement en 1678. Il va décider de transférer le gouvernement et la cour de Paris à Versailles. Jusqu'à présent, le gouvernement, la cour résidaient à Paris, entre deux palais, le palais du Louvre et le palais des Tuileries. Je pense que vous y passerez lors de votre séjour en France. Le palais des Tuileries n'existe plus, il a été détruit lors d'une révolution au XIXe siècle. Mais donc c'était ces deux palais très centraux où résidaient le roi et la cour et le gouvernement. Et Louis XIV se sent un petit peu enfermé au sein de la capitale. C'est une ville très dense, très densément peuplée, très densément construite. Et il va prendre conscience que Versailles, qui est associé à un petit village, et sinon à des forêts giboyeuses, va être un terrain de jeu pour un roi architecte assez extraordinaire, puisqu'il va pouvoir créer le domaine à la mesure de son ambition. Et donc il va transférer le gouvernement et la cour à Versailles, et le transfert sera officiellement marqué en 1682. Mais pour cela, il va falloir agrandir ce château. Le château construit par Louis XIV, à l'origine, c'était la partie centrale. Vous voyez la flèche, la partie centrale. Et Louis XIV va faire construire deux immenses ailes, au sud, ici, et au nord, en face, pour pouvoir accueillir notamment tous les appartements nécessaires à l'ensemble de la famille royale, et puis aux principaux membres de la cour. Et finalement, cet énorme château va se développer sur plus de 600 mètres d'un bout à l'autre. Donc c'est un bâtiment absolument colossal qui va être construit par Louis XIV. Et les travaux vont être achevés en 1689. Donc avant la fin du XVIIe siècle, à ce moment-là, le château a trouvé son développement maximum. Et au centre du château, à l'origine, donc dans ce corps central, il y avait une terrasse, mais qui était très peu pratique dans cette région de la France où il pleut quand même relativement souvent. Et elle va être remplacée entre 1678 et 1684
par la Galerie des Glaces, que vous connaissez peut-être, dont vous avez vu des images, qui est ce salon principal désormais de Versailles, où vous vont pouvoir se dérouler toutes les grandes cérémonies de la cour, et notamment les audiences extraordinaires. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. En Europe, donc, il y a des ambassadeurs qui résident à Paris, des ambassadeurs des différents pays européens, mais il n'y a pas d'ambassade pour le reste du monde. On connaît bien sûr des pays d'Afrique, des pays d'Amérique, d'Asie, mais ces pays n'ont pas d'ambassade permanente en France. Et donc, il y a des relations diplomatiques, mais qui font l'objet d'ambassades spécifiques, et ce qu'on appelle une ambassade extraordinaire. Et la première qui va être reçue dans la Galerie des Glaces pour l'audience sera une ambassade venant du Siam. Alors vous savez où se trouve le Siam? Quel est le pays aujourd'hui qu'autrefois on appelait le Siam? Oui, mademoiselle? La Thaïlande, bravo, exactement. C'est l'ancien nom de la Thaïlande, du royaume de Thaïlande. Et cette ambassade du Siam, elle vient à Versailles en 1686. Et Louis XIV, qui considère que le roi de Siam est un des rois puissants d'Extrême-Orient, va vouloir honorer ce pays en accueillant les ambassadeurs qui sont venus à Versailles, après un très long périple, les accueillir dans la Galerie des Glaces. Donc vous voyez le rôle politique d'accueil de cette galerie. Il y a aussi un prince, Anabia, un prince d'un pays qui se situait dans l'actuelle Côte d'Ivoire, qui va venir à Versailles, qui s'appelle le prince Anabia, et qui va vivre 10 ans en France, être éduqué à la cour de France, avant de rentrer dans son royaume, dans l'actuelle Côte d'Ivoire, puisque son père en était le roi. Malheureusement, il y aura une révolution un peu de temps après, il disparaîtra. Mais vous voyez comment il y a des relations déjà qui se sont établies entre Versailles et le reste du monde, et notamment certains pays d'Afrique. Donc le rôle de la Galerie des Glaces est très important pour recevoir très dignement ces visiteurs. Et alors là, vous avez un plan du XVIIIe siècle qui vous montre l'étendue que va prendre Versailles, avec le château ici, ces 600 mètres de développé, et l'immensité des jardins, avec ce grand canal qui fait 3 km de long, que l'ambassadeur du Maroc va appeler la mer de Versailles. Les ambassadeurs vont être très impressionnés par ce qu'ils découvrent à Versailles, par l'ampleur du bâtiment, des salons, des jardins, et l'ambassadeur du Maroc donc caractérisera le grand canal en l'appelant la mer de Versailles. Il y a des vaisseaux qui voguent dessus. Vous avez dans la ville des grandes écuries et puis des bâtiments de service. Donc c'est vraiment un ensemble très impressionnant. Et la chambre du roi définitive qui sera placée au centre du château derrière la Galerie des Glaces que vous avez ici. Et je montre une photo pour que vous preniez conscience aussi du travail de restauration qui est fait à Versailles, puisque cette chambre avait perdu toutes ses tentures de brocart, donc de fils de soie tissés de fils d'or et d'argent. Et ces tentures ont pu être reconstituées sur des métiers à tisser à bras, donc des métiers manuels à Lyon, puisque cette tradition de tissage sur des métiers à bras s'est perpétuée à Lyon jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à cette technologie qui existe encore en France, on peut reconstituer, restituer, retisser ces tissus très précieux. Donc vous les verrez, un tissage pour une pièce comme celle-là, le tissage des tissus a duré une vingtaine d'années, puisque sur métier à bras, le tissage est extrêmement complexe et lent, et en général un tisseur peut tisser une dizaine de centimètres maximum par jour. Donc vous imaginez quand il faut tisser tout le décor de l'alcôve, le décor du lit, c'est extrêmement long. Mais vous verrez lors de votre visite à Versailles le résultat de ces efforts donc de restauration et de restitution des textiles. C'est un aspect très très important pour garder au château, préserver ce qui existe, ce qui a été préservé du XVIIe, du XVIIIe siècle, mais aussi parfois remplacer, lorsque les choses ont été trop abîmées ou ont disparu, par des œuvres faites à l'identique, avec les mêmes techniques et les mêmes savoir-faire. Donc il y a aussi dans la restauration d'un château, dans la perpétuation du château de Versailles, un enjeu énorme de maintien des métiers d'art, de ces savoir-faire qui sont essentiels à sa beauté. Là, vous avez une vue du château prise des Jardins, du début
du Grand Canal avec le bassin d'Apollon qui est actuellement en restauration. Et vous voyez, le seul bâtiment qui dépasse du château, c'est la chapelle que vous avez à gauche, qui a été construite par Louis XIV et achevée en 1710. C'est son dernier grand chantier à Versailles, avant sa mort en 1715. Et vous voyez dans le jardin, quand vous y promènerez, vous verrez toutes ces statues de dieux, de déesses de l'Antiquité, qui vous marquent bien ce lien entre l'histoire antique et la mythologie antique et la vie au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle à Versailles. Cette référence à l'Antiquité est une référence symbolique ou philosophique. Et voilà, dans l'autre sens, la vue depuis le château, là c'est une vue de drone, vers les parterres des jardins, les bosquets qui sont construits dans les jardins, et puis le grand canal qui ouvre sur la campagne. Et quand vous serez dans la galerie des glaces, vous verrez qu'on voit jusqu'à l'horizon. Et c'est un peu symbolique, le roi de cette galerie pouvait voir d'une certaine manière son royaume, puisque la vue n'était pas coupée, elle se perdait dans l'horizon. Et vous remarquerez sur cette photo, et ça c'est un autre aspect très important de la préservation d'un site patrimonial, c'est que grâce à des lois qui ont été conçues au XIXe siècle pour protéger le patrimoine, dès les années 1830, lorsque vous avez un monument historique qui est reconnu comme tel, il est protégé, non seulement le monument lui-même, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas le transformer, mais son environnement est aussi protégé. Et vous voyez, si vous regardez cette photo, vous ne voyez aucun immeuble moderne dans le champ de vision du château, grâce à ces lois de protection. Ça, c'est très important que la législation dans les pays permette de protéger ces monuments, leur spécificité, mais aussi souvent leur environnement, parce que ça fait partie intégrante de la beauté de l'ensemble. Et voilà une vue alors, du château, c'est une vue 3D, mais qui vous montre la complexité du bâtiment, avec la galerie des glaces de ce côté, qui donne sur les jardins, l'ancien petit pavillon de chasse de Louis XIII que vous voyez autour de la cour de marbre, la cour la plus étroite, et de chaque côté les ailes du nord et du midi, où se trouvaient donc les logements principaux, les logements de la famille royale étant dans l'intérieur du corps central. Alors, nous préservons donc les collections, le mobilier, les œuvres d'art, les tableaux, mais il faut savoir que Versailles a été vidé de son mobilier au moment de la Révolution. On a quasiment tout vendu aux enchères, et donc le travail de la conservation, depuis le XIXe siècle, consiste à essayer de faire revenir à Versailles le mobilier qui a été vendu. Donc régulièrement, nous rachetons chez des antiquaires ou dans des ventes aux enchères des meubles que l'on peut identifier grâce à des marques et qui proviennent du château de Versailles. C'est ce qui permet de remeubler petit à petit les appartements du château que vous allez visiter. Et voilà une vue de Versailles au soleil couchant, puisque le château est orienté côté jardin vers l'ouest, plein ouest, et quasiment le château est construit sur un axe est-ouest qui est l'axe de la course du soleil. Vous voyez encore ce lien avec le mythe du soleil et d'Apollon. Voilà. Alors, vous avez compris, peut-être trop rapidement dans ma présentation, mais ces enjeux de préservation de ce patrimoine, de restauration, vous le verrez quand vous visiterez Versailles. Et c'est, je crois, pour cela que dans le cadre de cette coopération franco-éthiopienne, il a été fait appel au château de Versailles pour aider l'administration des palais à restaurer, à ouvrir au public le palais national du Jubilé. Les deux palais ne sont pas du tout de la même époque. Le palais de Versailles du XVIIe siècle, le palais du Jubilé date des années 1950-1970. Les collections à l'intérieur ne sont pas de la même époque, mais le concept est le même. C'est une résidence officielle, une résidence royale ou impériale, qui a été préservée, malgré les changements politiques, qui a été préservée dans son intégrité, et avec ses collections qui doivent être restaurées et ensuite ouvertes au public. Et c'est là où le château de Versailles peut intervenir comme conseil pour aider la partie éthiopienne à trouver les bonnes solutions pour pouvoir rendre public ce palais qui jusqu'à présent était fermé.